Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va donc être consacrée à la 4e et la 5e République, donc on va faire 2 chapitres en un. J'espérais vous retrouver pour pouvoir le faire directement en classe avec vous, ça ne va pas être le cas. Vous allez voir que c'est peut-être pas les chapitres que vous allez trouver les plus passionnants de votre vie, ce sont des chapitres qui sont assez politiques, qui partent de la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'intéressent ensuite à notre propre République. Donc vous avez quand même remarqué que cette année, la République, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup vu puisqu'on a étudié les institutions politiques et maintenant on va voir comment s'est construite notre République à partir de la fin de la guerre. Pour rappel, la France a été libérée en juin 1944. Les Alliés ont débarqué en Normandie le 6 juin et ils ont également débarqué en août 1944 à partir de la Provence pour remonter, pour se rejoindre et pour aller jusqu'à Paris. Le général de Gaulle va se dépêcher d'entrer dans la ville de Paris parce qu'il veut absolument arriver dans la capitale avant les Alliés. L'idée c'est vraiment de montrer que Paris a été libéré par la France. Alors, dès que le général de Gaulle arrive, il va rédiger un très célèbre discours dans lequel il explique que la ville de Paris a certes été brisée et martyrisée, mais que pourtant elle est libérée. Donc je vous laisse ici tout de suite écouter un extrait de ce discours. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Maintenant que vous avez pu entendre la voix du général de Gaulle, je vais revenir un peu plus sur le gouvernement. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pendant la guerre, le général s'était arrangé pour qu'il y ait un gouvernement alternatif à Vichy. Vichy, je vous rappelle, c'était le gouvernement qui avait été mis en place par le maréchal Pétain à partir de 1940. C'était un régime autoritaire et antisémite et où on avait aboli les lois républicaines et démocratiques. Et on avait un pouvoir unique qui était détenu dans les mains du maréchal Pétain. Le général de Gaulle explique que le gouvernement de Vichy n'était pas un vrai gouvernement et que le vrai gouvernement était en Afrique, dans les colonies, et que c'était la France libre. Lorsqu'il arrive en 1944 en France et qu'il va libérer le territoire, il va instaurer ce qu'on appelle un gouvernement provisoire, donc il s'appelle le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, et c'est lui qui en prend la tête. Ce gouvernement va donc s'occuper de la France entre 1944 et 1946 jusqu'à ce qu'on crée la 4e République. Pendant cette période, on va d'abord s'occuper de mettre fin à la guerre, puisque la capitulation de l'Allemagne n'a lieu que le 8 mai 1945 et qu'il faut d'abord libérer le territoire. La libération, elle va s'accompagner d'une épuration, c'est-à-dire qu'on va mener une campagne répressive contre les Français qui ont été accusés ou soupçonnés d'avoir collaboré avec l'ennemi. Il va y avoir 2 types d'épuration. Une épuration qui est légale, qui est menée par le gouvernement, et une épuration qui, elle, est illégale, qui est menée par les citoyens. On va avoir comme ça une campagne répressive qui va être menée légalement par le gouvernement, avec à peu près 1500 personnes qui vont être condamnées à mort, parmi lesquelles se trouvera le maréchal Pétain, qui sera finalement gracié par de Gaulle à cause de son grand âge. Et on va avoir également une épuration qui, elle, est illégale. Beaucoup de personnes vont se faire justice eux-mêmes. On va avoir par exemple beaucoup de femmes qui vont être accusées d'avoir eu des enfants ou d'avoir couché avec des soldats allemands, parce que certaines sont tombées enceintes et ont donné naissance. Alors souvent ces femmes ont été obligées de collaborer avec l'ennemi ou alors ont été victimes de viols. Pour autant, elles vont être humiliées devant tout le monde, on va leur raser la tête, on va leur faire porter des pancartes, et toute leur vie, elles seront stigmatisées comme leurs enfants. Donc la guerre, il faut bien vous imaginer que ça laisse des traces, des traumatismes qui sont très profonds, et que la fin de la guerre ne signifie pas forcément le retour à la vie comme avant. Le gouvernement provisoire va refonder la démocratie et la République, il va pour cela supprimer les lois qui avaient été instaurées sous le régime de Vichy. La liberté et l'égalité des droits sont rétablies, il y a une assemblée qui est élue et qui va devoir rédiger une nouvelle constitution pour la France. On va avoir également en 1944 les femmes qui vont obtenir le droit de vote. Les femmes, si vous vous souvenez bien, déjà dans la Première Guerre mondiale, elles ont été mises à contribution pour pouvoir soutenir l'effort de guerre, elles sont allées travailler dans les usines, puis on leur a gentiment demandé de retourner dans leur maison s'occuper de leurs enfants. Et durant la Seconde Guerre mondiale, elles se sont également engagées, certaines ont soutenu de nouveau l'effort de guerre, et certaines même d'entre elles sont rentrées en résistance. Donc quand on leur a demandé gentiment de retourner dans leur foyer, cette fois-ci, elles en avaient un petit peu marre, et on leur a accordé le droit de vote. Donc les premières élections vont amener sur les nombreux sièges qui se trouvent à l'Assemblée à peu près 33 femmes. Alors il faut bien vous imaginer que les hommes n'ont pas tous sauté au plafond. Certaines personnes trouvaient effectivement légitime que les femmes aient le droit de vote, d'autres personnes expliquaient gentiment que les femmes n'avaient pas leur place en politique et qu'en plus de ça, elles risquaient de déséquilibrer l'Assemblée nationale qui était majoritairement masculine. En 1946, une nouvelle constitution est donnée à la France et elle va donner naissance à la 4e République. Cette 4e République a un système un petit peu particulier. On va avoir le suffrage universel, donc cette fois-ci qui est masculin et féminin, donc toutes les personnes, femmes et hommes de plus de 21 ans
peuvent aller voter, sauf qu'en fait ils vont voter pour élire l'Assemblée nationale. Donc on va élire les députés qui possèdent le pouvoir législatif, celui de faire les lois. Et ils vont également élire des conseillers généraux et des grands électeurs qui eux vont pouvoir élire à leur tour un conseil de la République, et le conseil de la République plus l'Assemblée nationale vont devoir élire à leur tour le président de la République, qui va lui-même élire le président du conseil et un gouvernement. Donc je vous laisse bien imaginer à quel point c'est compliqué. Le général de Gaulle va décider de se retirer. Lui voulait une nouvelle république avec un pouvoir exécutif, c'est-à-dire un président qui aurait un pouvoir fort. Or, ce n'est pas ce qu'on a dans la 4ème République, puisque le pouvoir est plutôt collégial et partagé, et il va donc se retirer de la vie politique. Cette 4ème République, elle fait face à quoi ? Eh bien, à un pays qui a été victime de destruction matérielle pendant la guerre, à des pénuries, c'est-à-dire qu'on est quand même en situation de rationnement pendant encore plusieurs années après la guerre. Et la guerre va donc imposer des efforts de reconstruction. Pour ce faire, l'État va nationaliser les entreprises. L'État va également mettre en place la sécurité sociale en 1945. L'objectif, c'est de permettre à tous les Français de bénéficier d'une protection médicale contre la vieillesse, contre le chômage. Donc désormais, les gens n'ont plus rien à craindre des accidents de la vie et des accidents du travail, puisque la sécurité sociale va apporter une forme d'assurance, vieillesse, chômage, maladie. Et à cela s'ajoute également la création des allocations familiales. On est après-guerre, donc ce qu'on veut sont des enfants. Donc on va favoriser une politique de natalité où on encourage vivement les gens à avoir de nouveau des bébés. Et c'est la naissance de ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui va assurer la sécurité de ses concitoyens. La 4ème République pourrait passer pour être une république très intelligente dans sa manière de fonctionner, or elle souffre beaucoup de dysfonctionnements, et notamment de divisions politiques en son sein. Elle a du mal en fait à faire face au conflit puisque à partir des années 1950, les colonies vont commencer à demander leur indépendance. Et donc elle se retrouve confrontée à ces colonies africaines qui essayent de récupérer leur liberté. Tout cela dans un contexte de guerre froide. Une grave crise va secouer la France, c'est la guerre d'Algérie. Et cette crise, la 4ème République ne va pas réussir à la gérer. Ce qui fait qu'en 1958, ils vont faire appel au général de Gaulle qui apparaît comme le seul capable de pouvoir résoudre cette crise. Le général de Gaulle accepte de revenir au gouvernement si jamais on peut changer de république et instaurer cette fois-ci un pouvoir exécutif fort, puisque lui il veut vraiment que le président ait des pouvoirs. On prépare une nouvelle constitution qui va donner naissance à la 5ème République. Donc cette 5ème République, vous la connaissez, c'est celle qui est la nôtre actuellement, qui perdure, celle qui avait été instaurée par le général de Gaulle, avec un pouvoir législatif qui est détenu par l'Assemblée nationale élue par le suffrage universel, et un pouvoir exécutif qui est détenu par le président, qui lui est également élu au suffrage universel direct, pas indirect comme c'était le cas pour la 4ème République. Le général de Gaulle va rester à la présidence entre 1958 et 1969. Il fait face à la fin de son mandat aux crises de mai 68, qui sera un chapitre spécifique avec les avancées et les mutations de la société. En 1969, il décide donc de quitter la présidence et il sera remplacé par Georges Pompidou qui va rester au pouvoir jusqu'en 1974 puisqu'il meurt au cours de son mandat. En 1975, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui devient président de la République et qui a pour objectif donc de moderniser la société et la vie politique, dans une période par contre qui est une période de crise économique, puisqu'on sort d'une période de prospérité après la guerre, et on rentre dans une période de crise économique à partir des années 70. Les années 1980 vont voir un tournant radical dans la vie politique, puisque jusqu'aux années 80, on a un gouvernement qui est plutôt situé à droite, en tout cas de tendance gaulliste, c'est-à-dire qui était plutôt en accord avec ce que disait le général de Gaulle. À partir des années 80, et notamment en 1981, c'est un gouvernement socialiste qui arrive au pouvoir, puisque François Mitterrand est élu en 1981, et c'est donc la première fois qu'on a un président de gauche. Le gouvernement va engager de grandes réformes d'ampleur pour pouvoir nationaliser des entreprises, et on va avoir également des mesures assez phares qui vont être prises par ce gouvernement socialiste, comme par exemple l'abolition de la peine de mort. Mitterrand reste au pouvoir jusqu'aux années 90. En 1995, il est remplacé par Jacques Chirac, qui lui restera président de la République jusqu'en 2007, avant d'être remplacé par Sarkozy, qui sera président jusqu'en 2012, puis de 2012 à 2017, c'est François Hollande, et enfin, à partir de 2017, vous le connaissez, c'est le président actuel, qui est le président Emmanuel Macron. Une chose importante à retenir sur cette 5ème République, c'est quelque chose qui a été créé qui s'appelle la cohabitation. Pour avoir un partage équitable des pouvoirs, vous avez compris qu'on avait le pouvoir législatif de faire les lois qui est détenu par l'Assemblée, et un pouvoir exécutif, celui de les exécuter et de les mettre en œuvre, qui est détenu par le président. Or, il peut arriver que le président et le Premier ministre ne soient pas issus du même courant politique. C'est ce qui va arriver à François Mitterrand, puisque entre 1986 et 1988, François Mitterrand se retrouve avec une Assemblée nationale dont la majorité est une majorité de droite, alors que c'est un président de gauche. Et le Premier ministre, c'est Jacques Chirac, donc qui sera le futur président de la République à partir de 1995, qui lui va se retrouver
à devoir cohabiter avec un président de gauche. La cohabitation, elle est apparue 3 fois au cours de l'histoire. Il y en a également une autre en 1993. François Mitterrand se retrouve de nouveau à devoir faire face à un Premier ministre qui n'est pas un ministre de gauche, mais qui est un ministre de droite. C'est Édouard Balladur. Et Jacques Chirac, lorsqu'il va être élu président de la République, se retrouvera également à devoir cohabiter avec un gouvernement à gauche. Ce sera celui de Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Vous voyez que l'histoire de la République n'est quand même pas une histoire linéaire, qu'aujourd'hui encore on en est donc dans cette 5ème République, qu'on fait face à des dissensions au sein du gouvernement, mais que l'objectif républicain, c'est à la base de pouvoir se répartir le pouvoir et pouvoir amener des mesures pour pouvoir gérer le pays. Voilà, j'ai essayé de vous résumer un petit peu rapidement ce qu'était la 4ème et la 5ème République. Je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à retenir et que c'est quand même quelque chose de très politique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.